Alors, bonjour à tous pour cette deuxième partie de la journée. Donc, pour les personnes qui nous regardent sur le Facebook Live, vous avez dû suivre du coup les changements et on a interchangé quelques interventions. Donc, on accueille tout de suite Maître Salma Lalla qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de perte d'autonomie et de patrimoine. Comment envisager l'avenir dans ce contexte de perte d'autonomie, dans notamment la gestion du patrimoine. Je laisse Maître Lalla se présenter son sujet. On lui laisse le temps un petit peu donc de dérouler et ensuite vous pourrez échanger avec elle en deuxième partie. Et vous savez, je serai un petit peu cadrante pour qu'on puisse respecter le timing. N'hésitez pas à intervenir et à réagir sur Facebook. Nous serons là pour relayer également vos questions dans la salle. Merci. Alors bonjour à tous. Donc comme me posait la question à l'instant la dame, donc moi je suis effectivement notaire à Saint-Leu. Je parle peut-être trop près du micro là, non? C'est bon? C'est bon. Vous me dites si jamais voilà. Donc je suis installée à Saint-Leu depuis quelques mois, donc dans le notariat depuis quelques années. Et c'est la Chambre des notaires qui m'a mandatée afin de les représenter. Donc aujourd'hui mes propos vont rester assez générales, puisque l'idée c'est de vous présenter un petit peu sur la thématique de la transmission patrimoniale, quelles seraient les mesures à prendre et à préconiser. Donc la journée d'aujourd'hui, elle se axe autour du thème de l'aide à des personnes qui se retrouvent dans le besoin. Il faut bien distinguer deux choses. Moi, ce dont je vais surtout évoquer ici, c'est le côté patrimonial, l'aspect transmission. Du vivant, vous pouvez être amené à rencontrer un notaire. Alors, il y a une chose que je voudrais vous préciser également, c'est que nous n'avons pas forcément de notaire sur l'île qui se spécialiserait sur la question de l'handicap uniquement. C'est une question qu'on m'avait posée là à l'instant. Donc on n'a pas un notaire spécialisé en matière sur toutes les questions d'handicap. Vous pouvez aller chez votre notaire de famille et il vous renseignera tout aussi bien. Donc ça c'est la première chose dite. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que effectivement la thématique de l'aide, on peut anticiper ceci en rencontrant un notaire dès que des premiers signes de maladie ou des premiers signes avant précurseurs s'annoncent. Par exemple, on voit que un parent commence à avoir une perte de mémoire ou vous avez des problèmes physiques qui commencent à apparaître. À ce moment-là, vous pouvez rencontrer un notaire afin d'établir ce qu'on appelle un mandat de protection future pour organiser la gestion des biens, du patrimoine de la personne qui se retrouverait dans le besoin. À ce moment-là, un mandataire serait nommé pour l'assister dans toutes les démarches de la vie. La gestion du compte, encaisser des loyers, faire des courriers. À partir du moment qu'on a nommé un mandataire, le mandataire sera amené à être le représentant de cette personne dans la vie courante. Sachant qu'il faut bien évidemment choisir une personne qui serait disponible et le plus proche de la personne qui en a besoin. C'est vrai que si tous les enfants sont en métropole et que les parents sont ici à La Réunion, on ne pourra pas forcément choisir un des enfants de la personne. Il faudra peut-être nommer un autre proche, une sœur ou voire un mandataire qui serait externe à la famille. Un ami, quelqu'un qui pourrait bien évidemment la représenter, cette personne, de manière continue. Alors, bien sûr, il y a une question de confiance, parce que là, la personne qui serait nommée serait amenée à gérer les comptes. Bien entendu, il y a un compte de gestion qui doit être établi chaque année par la personne qui gère ce majeur. En dehors de cette mesure, je pense que vous avez déjà entendu parler de toutes les mesures de type protection, sauvegarde de justice, tutelle, curatelle, qui sont des mesures prises par le juge des tutelles. Donc là, vous avez un dossier à compléter avec un certificat médical qui démontre que la personne elle est dans le besoin. On a une requête à déposer en ce sens auprès du juge des tutelles qui lui nommera la mesure idoine par rapport au majeur.
le juge peut demander à entendre le majeur et voir les spécialistes, les experts qui l'ont vu pour prendre la meilleure mesure, la mesure adéquate par rapport à la situation. À côté de ça, vous avez une réforme, alors la réforme elle doit dater de 2017 sur l'habilitation judiciaire, l'habilitation familiale, pardon. L'habilitation familiale, c'est un régime hybride. On n'est pas dans de la curatelle, de la tutelle, c'est un peu plus léger. Son fonctionnement est plus léger. C'est le fait tout simplement pour une personne qui retrouve dans le besoin de se faire aider par un proche, avec l'impossibilité du couple de disposer librement seul de ses biens, puisque ce proche serait amené à être contacté si vous voulez par exemple tout simplement vendre un bien, acheter un bien ou donner un bien à une autre personne. Par contre, l'habilitation familiale, elle est, si vous voulez, moins péjorative qu'une mesure de type tutelle-curatelle. Donc cette habilitation familiale qui a vu le jour il y a 4-5 ans, elle commence un petit peu à fleurir. Enfin, elle fleurit depuis 3 ans. Là, on en trouve pas mal, nous notaires, on en rencontre pas mal. Et je trouve que c'est une mesure qui est assez facile à être mise en place. Toujours avec, bien évidemment, un certificat médical pour démontrer que la personne elle a besoin d'aide. Le juge ouvre l'habilitation familiale, nomme un mandataire. Moi, dans les dossiers que je vois passer, j'en vois quelques-uns, ce sont souvent, bien évidemment, les enfants qui sont proches de la personne qui sont mandatés. Et effectivement, c'est une protection puisque, comme je vous le dis, là, moi, dans les cas que j'ai rencontrés, ça permet en fait à la personne qui est dans le besoin de ne pas faire preuve de trop de largesse en fait, vis-à-vis notamment peut-être de personnes qui seraient autour d'elle à lui demander de l'argent ou autre, puisque l'habitation familiale inclut la gestion du compte par la personne qui a été nommée par le juge. D'accord ? Donc vous avez aussi l'habitation familiale. Bon, tout ça c'était un petit peu pour vous exposer les différents types de mesures qui existent. Je ne sais pas si depuis hier on vous en a déjà parlé, mais il faut savoir que toutes ces mesures existent pour aider des personnes qui sont dans le besoin. À côté de cela, mes propos à moi porteront surtout sur l'aspect de la transmission du patrimoine. Donc, je pense que vous avez tous un petit peu des notions de ce que c'est qu'une donation. Et qu'est-ce que c'est qu'un testament? Donc il faut savoir que lorsque on commence un petit peu à préparer, à mettre, comme on dit, de l'ordre dans ses affaires, on rencontre un notaire et on pense tout de suite à je vais préparer ma succession. Donc pour préparer sa succession, vous pouvez le faire de 2 manières. Il s'agirait soit tout d'abord d'une transmission du vivant. La transmission du vivant, elle va consister à transmettre les biens d'ores et déjà, soit de manière totale, c'est une donation en pleine propriété. Parfois, les personnes le font parce que tout simplement, elles présentent un patrimoine qui font qu'il vaut mieux commencer à transposer des biens et ensuite on ne se retrouve pas avec une facture fiscale trop élevée. On va commencer à transmettre en gardant la jouissance pour que la personne qui transmet ait quand même la possibilité de percevoir soit un revenu, soit d'avoir un toit sur sa tête, puisque bien souvent, le seul bien qui est présent dans le patrimoine, c'est le logement dans lequel vit la personne qui souhaiterait donc en disposer. Donc on a 2 types de transmission du vivant, soit une transmission en pleine propriété, soit une transmission uniquement de ce qu'on appelle la nue propriété. On va se défaire de la propriété et on va conserver la possibilité de jouir du bien, d'user ou de percevoir les loyers si jamais ce bien se trouve un peu trop grand, par exemple, pour son utilisation par la personne qui l'a donné. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en location et se retrouver, par exemple, en EHPAD et payer la maison de retraite ou l'EHPAD. Voilà. Donc ça, c'est une transmission du vivant. Vous avez ensuite les mesures d'accompagnement sur les transmissions à cause de mort, donc de type testament. Alors, souvent la question se pose, je vais laisser un testament comme ceci, j'aurais organisé de mon vivant ce qui se passera à mon décès. Alors, là aussi, la question fait verser beaucoup d'encre, puisque vous savez que les testaments, ça donne lieu toujours à discussion. Vous avez dans les testaments différentes manières de procéder.
soit vous allez effectivement chez un notaire parce que vous n'êtes plus en mesure de l'écrire, votre testament de vous-même, et puis parce que vous voudrez faire en sorte qu'il ne soit pas contestable, et le testament sera reçu par le notaire, en présence soit d'un autre notaire qui ne serait pas de la même étude, ou de 2 témoins qui ne seraient pas de la même famille que du testateur. Et là, le testateur dicterait ses dernières volontés, comment il voudrait que soient répartis ses biens. Ou bien, si la personne elle est encore en pleine capacité, elle peut elle-même écrire son testament, soit le déposer chez un notaire, soit le laisser à la maison, sachant que cette seconde sorte de testament, il faut surtout bien respecter ce que la loi nous dit. Il faut que ce testament soit écrit par une personne qui a encore toute sa capacité, sinon ça sera contesté. Il faut que ce soit écrit de la main de la personne, c'est pas la personne qui aide qui est en train d'écrire, parce que bon, sinon à l'écriture on verra que c'était pas le testateur qui l'a écrit. Il faut qu'il soit signé, daté, voilà. Et puis il faut pas non plus que ce soit des propos qui porteraient confusion en fait au moment de sa lecture. Et puis, on a le testament lographe. On l'appelle le testament lographe. C'est le testament écrit de la main de la personne, le testateur. Il faut savoir que que ce soit du vivant ou au décès, lorsqu'on veut gratifier une personne, il faut faire attention. Parce que déjà, les règles, il faut faire attention sur 2 plans. Il faut faire attention sur les règles civiles, issues du code civil, et sur le plan fiscal. Je donne un exemple. Vous avez une personne qui est aidée tous les jours par la voisine qui vient, ou par une famille d'accueil qui vient, donc qui s'occupe de cette personne-là, ou parce que cette personne elle est placée en famille d'accueil. Si vous laissez un bien à une personne qui n'est pas de votre famille, vous allez déjà porter atteinte ce qu'on appelle, vous allez déjà au principe de la réserve héréditaire en droit français. Si la personne qui a besoin d'aide évince ses héritiers réservataires par l'acte fait, alors qu'est-ce qu'un héritier réservataire ? Un terme un peu difficile, mais c'est pas si compliqué. L'héritier réservataire en France, c'est tout simplement les enfants en fait. Nos enfants, ce sont nos héritiers réservataires. Moi, je raconte toujours lorsque je reçois mes clients, il faut penser à Johnny Hallyday qui a voulu un peu trop gâter Estelle et qui finalement a laissé David et sa fille, c'est Laura, je crois, la fille, Laura Smet, c'est ça. Laura et David un petit peu en procédure contre Estelle, puisqu'il avait pris des dispositions testamentaires qui font que il y avait atteinte à la réserve. La réserve héréditaire, c'est simplement disposer de ses biens de sorte que vous vous retrouvez avec des enfants qui sont évincés d'une partie du patrimoine. Donc, la problématique, c'est que lorsque vous voulez remercier une personne qui vous a aidé, vous pouvez laisser, lorsque vous aurez disparu, une grosse procédure derrière. En fait, la porte ouverte à une procédure qu'on appelle l'action en réduction de la donation qui a été faite, Alors, donc, civilement, tout d'abord, c'est un risque. Lorsque vous prenez des mesures pour gratifier une personne, il faut voir qui vous gratifiez. Vous pouvez, à ce moment-là, vous allez me dire, oui, mais bon, on va gratifier un enfant. Oui, mais faites attention également. Les familles nombreuses, ici à Lari, on en a. Moi-même, je suis issue d'une famille nombreuse. Et les familles nombreuses, c'est quoi ? C'est si jamais la petite dernière a été gratifiée et que les autres, ils n'ont plus rien, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont, au décès des parents, alors du vivant, ils vont rien dire, bien souvent, puisque c'était la petite dernière qui s'occupait de papa et de maman. Mais au décès, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que tout simplement, la petite dernière elle va se retrouver convoquée devant le juge, puisque d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un notaire. Moi, je reçois des gens qui viennent me voir, ils me disent que voilà, papa et maman, ils ont laissé la maison à notre sœur. Notre sœur, elle est bien gentille, mais nous, on n'a rien eu. On comprend pas. Alors, du vivant, ils comprenaient, puis là, ils comprennent pas. Qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je vais leur rappeler les règles du Code civil. Effectivement, vous êtes en mesure d'agir, puisque je peux pas le nier. C'est la réserve héréditaire, est d'ordre public. En France, on ne peut pas dire que mes enfants, ils n'auront pas droit. Alors, on peut l'écrire. On peut écrire dans un testament, comme quoi on veut évincer ses enfants. Je ne dis pas qu'on ne peut pas l'écrire. J'ai déjà eu des personnes qui ont voulu évincer leurs enfants. Alors, le meilleur moyen d'évincer vos enfants, je le dis, c'est dépenser tout du vivant, profiter de la vie. Parce que la problématique, c'est même si vous l'écrivez, parce que justement, vous avez un enfant qui n'a pas été reconnaissant, ingrat, ça existe malheureusement. La problématique, c'est que
l'enfant ira devant le juge et quoi qu'il en soit, la réserve héréditaire, elle est inscrite. Elle est inscrite dans le code civil et la personne va être rétablie dans ses droits. Alors, bien évidemment, il existe des cas d'indignité, petite parenthèse. Il y a des cas où vous êtes évincé de droit de la succession de votre auteur, de votre parent. C'est uniquement lorsque vous avez été, nous énonce le code civil, je crois que j'ai plus internet, c'est pas grave, je vais essayer de faire appel à ma mémoire 727 de mémoire du code civil. C'est lorsque vous avez été coupable, non mais c'est bien, ça me fait de la révision, coupable de crime en fait. Vous êtes l'auteur vous avez vous-même causé la mort de votre parent, ou vous ne l'avez pas aidée alors qu'elle était qu'elle était dans une situation où elle allait mourir, ça arrive, hein. Moi j'ai déjà eu quelques dossiers où j'ai même eu déjà des matricides, ça existe. Et puis, ou encore lorsque, je crois que c'est une histoire de calomnie, lorsque vous avez été auteur de calomnie vis-à-vis de votre auteur. En dehors de ces cas-là, la réserve héréditaire, que nenni, vous pouvez pas évincer vos enfants, même si vous l'écrivez dans un testament, vous l'écrivez, soit l'enfant dit bon, mon père n'a rien voulu laisser pour moi, tant pis. Vous savez, c'est des personnes qui ont cette fierté-là. Mon parent m'a évincé, du coup, mais comme je suis lancée dans mes propos, je crois que je vais continuer. Mon parent m'a évincé, tant pis, je vais pas aller en justice. Je vais pas chercher ma réserve. Il a tout laissé pour une autre personne, tant pis, c'est comme ça. Ça arrive. Et puis vous avez des gens qui non, ils se disent c'est quand même pas juste. C'est quand même pas juste, c'est mon parent, je comprends pas. Donc on va aller voir un avocat et puis l'avocat lance ce qu'on appelle l'action en réduction des dispositions prises par le défunt. Donc après, bien évidemment, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que lorsque ces héritiers viennent me voir, la première chose que je fais, c'est que je leur demande, faut me faire un état du patrimoine de la personne qui est décédée. Elle avait une maison, elle avait un compte en banque, elle avait quoi? Vous êtes sûr que vous avez rien eu de votre parent? Puis tout d'un coup, oui, il y avait un terrain, on a construit dessus. Oui, il y avait quand même un terrain. Le terrain, il était au nom de maman, au nom de papa. Oui, mais ils m'ont donné dans les années 80, ça valait tant, etc. Donc c'est pas si simple parce que à partir de là, ce que le notaire doit faire, c'est quand même un travail de vérification que les enfants n'ont pas été gratifiés, tous pareils. S'il y a vraiment une atteinte à la réserve, c'est dans un deuxième temps qu'on part en justice et qu'on rétablit les droits. Et encore, comme je vous dis, lorsque les enfants vont jusqu'au bout, parfois ils s'entendent et puis parfois ils s'entendent même sur un montant forfaitaire pour que la petite dernière garde la maison et chacun se retrouve avec ses allotis d'un droit. Et puis parfois, les enfants ferment les yeux parce qu'ils reconnaissent qu'effectivement, jusqu'à la fin de vie, la petite dernière était là. Voilà. Je suis pas la petite dernière, je suis l'avant-dernière, je suis pas la petite dernière. Du coup, voilà. Je vous parlais donc de la situation où vous avez civilement un risque d'être mis en cause lorsque la donation elle est consentie du vivant par un legs, même un legs. Alors moi j'ai déjà vu le cas où j'avais un petit monsieur, c'était il y a quelques années de cela, j'avais le testament. Alors ses enfants ne s'occupaient pas trop de lui, je crois. Donc il est décédé, ce monsieur, avec une troisième dame. Bon, à l'époque c'était plus rare qu'aujourd'hui, avec une troisième dame avec laquelle finalement il s'était pas marié, parce que bon, il s'est dédié après 2 mariages, dont l'un veuf et l'autre divorcé. À quoi bon, je pense. Mais il avait laissé un papier bien écrit, ce monsieur, dans lequel il avait tout laissé à cette dame. Alors, tout laissé, juste après, je vais vous expliquer, parce que j'ai oublié de vous expliquer qu'est-ce qu'un testament, à titre particulier, un testament universel. Il avait tout laissé à cette dame, et dans ce dossier, les enfants se sont retrouvés évincés. Bon, je lui ai expliqué à cette dame cette histoire de réserve héréditaire, qu'il fallait rétablir les enfants dans leurs droits, soit avec des négociations devant notaire, soit en justice. Bon, elle était d'accord qu'il touche quelque chose. La problématique, c'est que, voilà, donc là, il avait, sur le plan civil, comme je vous dis, on était bien embêtés puisque elle n'était pas réservataire, c'était même pas son épouse, ils s'étaient pas mariés, malheureusement pour eux, puisque s'ils m'avaient vu, je leur ai dit, mais mariez-vous surtout. Alors je déconseille le mariage aux jeunes, parce que bien souvent, ils divorcent, et quand je les retrouve à se divorcer, et que devant moi, ils commencent à me raconter, madame en larmes parfois, ou bien monsieur me raconte comment il a découvert madame, avec le prof de sport ou autre, c'est pas toujours c'est pas toujours gai. Donc c'est pas ce que je conseille forcément, mais bien souvent lorsque les gens ils ont fait un certain nombre d'années ensemble, qui viennent me rencontrer et qu'ils ont un certain âge, on s'entend bien, 60 ans, c'est jeune, mais je leur dis mais mariez-vous justement, faites la fête, mariez-vous. Pourquoi? Parce que vous allez protéger votre conjoint.
Vous allez protéger votre conjoint qui va finir sa vie avec vous, mais qui est assuré d'avoir un toit puisque le Code civil prévoit l'usufruit, la jouissance des biens jusqu'au décès du conjoint. Donc mariez-vous. Mais là, bon, ils s'étaient pas mariés. On s'est retrouvé dans cette situation où les enfants étaient évincés. Donc civilement, une problématique puisqu'elle avait un réserve héréditaire. Elle était d'accord pour qu'on la verse de façon amiable, pour pas qu'on ait en justice. Mais fiscalement, il y avait un autre souci. Et c'était là l'autre problématique. C'est qu'il faut savoir que lorsque vous êtes pas marié avec la personne qui vous gratifie, soit parce que vous êtes l'aidant, soit parce que tout simplement c'était votre concubin, vous êtes fiscalement imposé à 60% de la valeur transmise. Ce qui est quand même une bonne somme. Parfois, quand j'annonce la facture fiscale à mes clients, je vois bien qu'ils font les yeux tout ronds. Ils me disent, vous me demandez beaucoup. Je réponds souvent, cher monsieur, si cet argent allait dans ma poche directement, je n'aurais travaillé que 2 années et puis je serais au soleil à Dubaï. Hein. Donc voilà, malheureusement, c'est une somme qui est due immédiatement au décès, parce que vous avez 6 mois pour régler une succession, faut le savoir. Et si c'est pas dans les 6 mois, vous avez la possibilité de demander à l'administration fiscale de payer cette somme sur 6 mensualités, au bout de 3 ans. Mais lorsque j'annonce 60% d'une somme, et lorsque vous savez la valeur de l'immobilier aujourd'hui à La Réunion, hein, bon, tant mieux pour nous, notre petite île prend la valeur. Quand parfois vous avez des petites maisons, moi je me dis petites maisons, 100 000 euros, vous savez, on a les transactions rien que dans l'Ouest, hein, vous voyez bien les montants, 100 000 euros, ça fait quand même 60 000 euros, quoi. Et qu'est-ce que vous pouvez déduire? Que nenni, rien, puisque dans le cadre d'une succession, vous ne pouvez déduire que des dettes réelles qui existent au décès. Une taxe foncière à 1 000 euros sur 60 000 euros, vous allez me dire que nenni, voilà. Donc fiscalement également, finalement, lorsqu'on est un aidant et qu'on nous gratifie, c'est pas forcément toujours la solution, puisque qu'il s'agisse d'un enfant où l'abattement fiscal est de 100 000 euros uniquement, et que si vous recevez une maison à Saint-Gilles à 500 000 euros et que vous le recevez seul et que vous avez 100 000 euros d'abattement, vous allez être imposé sur 400 000 à 20%. Ça fait quand même mal. Voilà. Donc gratifier c'est bien, mais il faut être accompagné déjà pour que civilement, vous ne laissez pas derrière vous ensuite des procédures. Puisque oui, du vivant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est pas du vivant que les procédures sortiront, c'est au décès. Qu'on remettra en cause les actes faits par le testateur ou le donateur. Sachant que seules les personnes qui ont des enfants, en fait, laissent des réservataires. Hein. Donc voilà, les parents ne sont pas des réservataires. Vos parents, si vous êtes une personne si vous mourrez sans enfants, avec uniquement vos parents, frères et sœurs, parents comme héritiers, vous ne laissez pas d'héritier réservataire. À ce moment-là, effectivement, vous pouvez gratifier un aidant, mais il faut faire attention parce que et là, c'est la suite de mes propos. Il faut faire attention parce que vous avez des personnes qui ne peuvent pas recevoir des dons et des legs. Oui, vous avez... Alors là, j'aurais peut-être besoin de... Non, mais c'est bon, Vous avez des personnes qui sont en interdiction de recevoir des dons et des legs. Et de mémoire, ce sont les directeurs des établissements de type hospitalier. Les aides-soignants, interdiction de recevoir des dons et des legs. Et du coup, voilà, un leg. Du coup, vous avez un certain nombre de personnes qui sont limitativement énumérées par la loi qui ne peuvent pas recevoir des dons et des legs. Et donc là aussi, il faut être accompagné parce que votre testament ne sera pas valable si justement, voilà, vous avez les employés de maison. Ils ne peuvent pas recevoir des dons et des legs. Merci. Vous avez des professions comme votre médecin. Ils ne peuvent pas recevoir un legs de votre part. Et puis voilà, les membres de profession médicale et des pharmacies et des auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant sa maladie, dont elle meurt, ne peuvent pas recevoir les dons et les legs de ces personnes. Et après, je vous ai dit, vous avez aussi le personnel de maison qui ne peuvent pas recevoir de dons et de legs. Vous pouvez les gratifier, et c'est ce qu'on appelle les donations rémunératoire par une somme d'argent de votre vivant, mais vous ne pouvez pas les instituer légataires, ces personnes-là. En revanche, vous pouvez léguer vos biens à une association de type association lutte contre le cancer, lutte contre la leucémie ou autre. D'accord ? Donc voilà. Sur les testaments, il faut savoir également que justement, en étant accompagné, on peut peut-être organiser au mieux la répartition de nos biens, puisque les testaments, il en existe deux grandes... Enfin,
deux modèles, holographes authentiques. Après, vous avez le testament international, mais là, c'est lorsque la personne, elle le fait avec des éléments d'extranéité, des éléments justement de type international. J'en parle pas puisque c'est pas, voilà, j'en rencontre très rarement. On a rencontré une fois, c'est parce que c'est une personne qui devait vivre à l'étranger et donc elle avait laissé son testament dans les formes internationales. Sinon, c'est testament holographié à la main ou devant notaire. Ça, ce sont les deux grands types de formes de testament. Mais après, dans le testament, vous pouvez le rédiger de différentes manières. Vous pouvez soit le faire en instituant un légataire universel, une personne à qui vous laissez tout, sans confusion, vos dettes, votre actif, votre passif, ou bien vous pouvez organiser votre testament, et c'est là où c'est bien d'être accompagné, en laissant ce qu'on appelle les legs à titre particulier ou particulier. Donc à titre particulier ou particulier, c'est par exemple vous laissez tel bien à une personne, tel autre bien à une autre personne, et c'est parfois justement plus intéressant parce que vous éviterez là que la fiscalité soit trop élevée sur une seule personne. Et puis, si civilement cela ne pose pas de problème, si c'est une personne, un testateur qui n'a pas d'enfant, il peut bien évidemment organiser la répartition de ses biens de façon réfléchie entre plusieurs personnes qui l'ont aidé en fin de maladie. Mais comme je vous dis, il faut faire très attention et être accompagné parce qu'il ne faut pas que ces personnes qu'on gratifie rentrent dans la liste d'interdiction. D'accord ? Donc voilà. Ah oui, j'ai quand même parlé pas mal, non ? Je crois que je vous ai tout dit. Oui, je voudrais juste évoquer encore une deux petites choses et après je vous laisserai peut-être me poser quelques questions. Pas peut-être, mais je vous laisserai me poser quelques questions. Donc du coup, sur la question de la réserve héréditaire, je reviens dessus. Parce que je rencontre parfois des personnes qui viennent me voir et comme un pacte de famille, on appelle ça le pacte de famille, ça existe depuis 2006. Ils sont tous d'accord que par exemple justement la dernière reçoivent des parents à la maison familiale. Je suis pas la dernière encore une fois, mais ça arrive que on ait une fratrie et puis la petite dernière, soit parce que tout simplement c'est elle qui effectivement a aidé les parents, soit parce que tout simplement elle n'était pas forcément la mieux lotie ou tout simplement c'est la personne que les parents voudraient allotir. Si les autres frères et sœurs n'y trouvent pas d'inconvénient, il y a un moyen pour les parents de s'assurer qu'il n'y aura pas de soucis au décès. C'est par l'acte de renonciation à l'action-réduction, qui est un acte grave que le notaire peut faire en ayant au préalable demandé à un confrère d'une autre étude de venir l'assister pour recueillir de manière solennelle cette renonciation des autres enfants. Donc je vous dis pas qu'on ne peut pas justement gratifier un des enfants qui serait resté le plus proche du parent, mais il faut être conseillé pour que les choses soient faites bien, on va dire, et éviter que des problèmes surviennent ultérieurement. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit Voilà, je crois que je voulais juste conclure en disant que, bien évidemment, la personne qui est l'auteur des dispositions doit être libre de faire ses dispositions. Moi, personnellement, j'aime bien recevoir la personne et discuter un petit peu avec elle pour voir est-ce qu'elle a été incitée à le faire ou pas, parce que quand je sens qu'il y a des pressions qui sont exercées, je refuse d'instrumenter, je refuse de recevoir l'acte. Voilà. Libre question ? Oui. Alors, juste une seconde, je vais venir simplement... Alors, c'est parce que du coup, on ne vous entend pas sur le Facebook. Si vous parlez sans micro, parce qu'en effet, dans la salle, on pourrait vous entendre. Mais alors, mon petit protocole, je suis désolée, contrainte. Mais en même temps, c'est pour nous protéger tous. Alors là... On commence à être rodé, je trouve, moi, depuis... Bonjour, moi j'ai deux questions. Par rapport à donner à une personne qui serait par exemple une aide ménagère justement, donc elle n'a pas le droit de recevoir, mais est-ce qu'on peut donner à son enfant à elle ? Oui, puisque du coup, en fait, il n'y a pas cette interdiction. Voilà. Après, je sais qu'il y avait une disposition qui avait été un peu aménagée sur
c'est l'année dernière, mais je ne l'ai pas en tête. En tout cas, il faut retenir qu'effectivement, donner à l'aide ménagère en direct, surtout si elle a été là sur les derniers moments de vie, on peut penser que la personne a été incitée, enfin obligée pratiquement, hein, puisqu'elle était vulnérable. Par contre, donner à l'enfant, oui, tout en gardant en tête que si vous donnez, vous avez une fiscalité qui va s'appliquer. Donc oui, il faudra de 60%. Voilà, c'est ça. Et puis, 60%, c'est ça. Et est-ce que la meilleure façon de contourner, donc pour donner à des gens qui ne sont pas les héritiers naturels, c'est pas de passer par l'assurance vie? Oui, effectivement, j'avais ça en conclusion, je l'ai pas évoqué. L'assurance vie, c'est un moyen finalement de contourner non seulement la réserve héréditaire, mais aussi les règles fiscales. Je l'avais en conclusion et je l'ai pas évoqué. C'est un peu une bombe, l'assurance vie. C'est que en fait, vous pouvez nommer le bénéficiaire que vous souhaitez. Après, il y a bien évidemment fiscalement, vous avez 2 planchers fiscaux. Alors, il faut déjà avoir moins de 70 ans parce qu'après 70 ans, de mémoire, c'est 30 500 € uniquement. Parce qu'au-delà de 30 500 €, c'est fiscalisé. Et avant 70 ans, de la personne qui concède, 70 ans de la personne qui concède qui souscrit à l'assurance vie. C'est avant ces 70 ans. Il faut verser des primes avant 70 ans parce qu'après vous avez, c'est 30 500 €. Au-delà, c'est taxé. Et après, il y a, avant 70 ans, je crois que c'est jusqu'à 152 000 €. C'est quand même pas mal. Et au niveau de l'administration fiscale, ça ne peut pas être une donation déguisée? Non, puisque l'administration fiscale n'a pas à connaître si ça reste en deçà de ces montants, le contrat d'assurance vie. Alors, au-delà, non, c'est pas une donation déguisée en fait, parce que c'est la loi qui a créé l'assurance vie, le contrat d'assurance vie. C'est la loi qui crée le contrat d'assurance vie. Et ensuite, l'assureur, lui, fait ses obligations fiscales. Soit il y a des sommes à déclarer, elle déclare. Et en fait, on va d'abord prélever si jamais ça dépasse les fameux montants que je vous ai indiqués. On va d'abord verser le montant dû à l'administration fiscale. Et après, on fait le versement sur le compte directement du bénéficiaire. Oui, alors l'assurance vie, je l'ai mis en conclusion. Si, il faut en parler puisque en fait, c'est un système américanisé, l'assurance vie. Hein. C'est le moyen vraiment de laisser ce qu'on veut à une personne qui serait tierce. C'est quand même des gros montants pour moi. 152 000, c'est quand même pas mal. Et vous pouvez souscrire plusieurs contrats au profit de plusieurs personnes, en fait. Voilà. L'assurance vie tend à être de plus en plus connue et à être généralisée. Pour l'instant, ça reste vraiment un moyen intéressant. Je ne sais pas ce que l'avenir nous dira. Au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, c'est effectivement toujours aujourd'hui un moyen de contourner la réserve héréditaire parce qu'elle ne rentre pas dans la succession à proprement parler. Et quand vous dites 152 000 €, c'est il faut les avoir versés avant 70 ans ou on meurt après 70 ans, ça passe automatiquement à 30 000? Non, c'est des montants de primes versés. En ce qui concerne 70 ans, il faut le verser un certain montant avant ces 70 ans parce qu'après, vous passez dans une autre réglementation fiscale. Par contre, on va vraiment dans des précisions et je les connais pas par cœur parce qu'en fait, j'ai un petit tableau et encore, comme je vous dis, ça regarde pas vraiment le notaire puisque en réalité, l'assurance vie, c'est l'assureur qui fait toutes les obligations fiscales. Nous, lorsqu'on ouvre une succession et que nos héritiers nous disent, en outre, il y a une assurance vie qui a été souscrite par les défunts, je leur demande juste, vous avez pris contact avec l'assureur? Et parfois, ils le savent même pas, parce que parfois, l'assureur, on me dit juste qu'il existe un contrat d'assurance vie, mais que nous sommes tenus par secret et autres, et qu'en raison de telle législation, ils ne sont pas en mesure de me donner plus d'informations. Parce qu'effectivement, l'assurance vie, c'est une relation qui se passe directement entre l'assureur, le bénéficiaire, et puis les déclarations fiscales auxquelles l'assureur souscrit directement. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? J'arrive. Pchit. Très bien. Moi, je voulais demander, parce que quand la personne est trop âgée, elle ne peut plus faire de donation aux enfants. Et donc, on m'a dit, il vaut mieux qu'elle le fasse aux petits-enfants. Donc là, il n'y a pas apparemment d'âge à ne pas dépasser pour la personne qui donne.
Enfin, je sais pas c'est qui vous a dit qu'on ne pouvait pas donner à ses enfants parce qu'on est trop âgé. En fait, le seul risque lorsqu'on est trop âgé, c'est en fait la sanité d'esprit en fait. Est-ce que la personne elle est encore en mesure de comprendre ce qu'elle est en train de faire? Si la personne elle a été vue par son médecin, éventuellement un médecin psychologue ou psychiatre plutôt, non c'est psychiatre, non, qui moi je demande toujours un certificat médical en fait, hein. Soit 2 médecins traitants, soit un psychiatre. À ce moment-là, je sais que la personne elle est en mesure d'agir encore. Quand je vous dis âgé, c'est vraiment un certain âge, hein, c'est-à-dire que tu vois déjà que la personne elle est plus vraiment apte à, par exemple, à se déplacer, à bien s'exprimer. Moi j'ai parfois des personnes qui font des donations. La dernière fois j'ai eu un monsieur, il a fait une donation à sa fille, 92 ans, il était sourd. Puis il fallait lui parler en créole. Bon, comme j'arrive à parler créole, je lui ai expliqué l'acte en créole. Mais elle était totalement à même à donner à sa fille et l'acte s'est fait au profit de sa fille, pas au profit des petits-enfants. Oui, parce que là, mon papa est décédé, donc c'est maman qui a tout hérité, et maintenant elle a 88 ans. Et donc, les notaires et enfin tous les banquiers, tout le monde me dit, et c'est 80 ans, et quand je regarde sur Internet, c'est pareil, hein, c'est écrit 80 ans, après elle peut plus, les enfants soient majeurs, donc ça, ok. Et donc là, maintenant, on nous dit, il faut donner aux petits-enfants. Par contre, les petits-enfants, je ne sais pas s'ils doivent être majeurs. Est-ce que c'est une donation de somme d'argent dont vous parlez? Parce que la donation de somme d'argent, il existe un dispositif qu'on appelle toujours le don Sarkozy. Oui, c'est ça. Voilà, on m'a dit Sarkozy qui l'avait mis en place. Oui, mais ça n'a rien à voir. Et qu'il y a une nouvelle loi maintenant à la place de celle de Sarkozy. Oui, puisque Sarkozy n'est plus là, mais il nous a laissé ça dans l'histoire, on va dire. Et ça existe toujours aujourd'hui. C'est le don Manuel Sarkozy de l'imprimé de 1735 l'imprimé de 1735 des impôts. C'est un imprimé que vous pouvez compléter à la maison. Effectivement, là, le donateur doit être âgé de moins de 80 ans. Voilà, et vous pouvez laisser ça à un petit enfant ou à un enfant et l'enfant doit être juste majeur. Effectivement, mais ça, c'est autre chose encore. C'est un dispositif complémentaire. Si vous voulez, lorsque vous rencontrez le notaire pour qu'il vous donne les différentes possibilités de faire une transmission, de procéder à une transmission, ça dépendra déjà de ce que vous avez à donner. Si vous avez un bien immobilier, vous ne pourrez pas passer par l'imprimé de don manuel. Non, mais ça, elle garderait la maison. Mais la maison, il ne pourrait pas passer par le don manuel. La maison, c'est autre chose. En fait, la maison, il faut passer par un acte notarié, puisque c'est le notaire qui a la possibilité de publier l'acte au service de publicité foncière. Par contre, des sommes d'argent, lorsque vous avez une personne qui a des sommes d'argent et qu'elle doit le donner à ses enfants ou à ses petits-enfants, on a effectivement ce moyen. C'est l'article 790 de mémoire où je vous ai dit à ma mémoire flanche parfois, hein, du Code général des impôts qui l'énonce. On a la possibilité de donner lorsqu'on a moins de 80 ans, à soit un enfant, un petit enfant, un arrière-petit-enfant, jusqu'à 31 865 €, une somme, mais il faut que le donataire, lui, soit âgé de plus de 18 ans. Voilà. Oui, mais donc les parents, c'est 80 ans. Oui, mais c'est une mesure fiscale particulière. Déjà, il faut avoir des liquidités parce que c'est comme je vous dis. Oui, mais c'est ça. Mais si elle a l'argent, je veux dire, à nous, elle peut plus le donner. Vous m'avez parlé d'autre chose. On m'a parlé d'une succession, déjà. Donc, si parce que c'est elle qui a tout hérité. Ça dépend. Je pense pas que ce soit comme ça. Il faudrait vous rapprocher à nouveau du notaire parce qu'en fait, si c'était des fonds communs, s'ils étaient mariés, en fait, la moitié des sommes, elle l'a hérité en tant qu'usufruitière à charge. Mais après, il faudrait Non, parce qu'ils ont changé leur contrat de mariage. Alors ça aussi, on l'a pas su parce que c'est moi qui m'occupais de tout. Et là, quand j'étais partie, et en fait, elle a dû se faire influencer par je sais pas qui. Donc elle a changé complètement son acte de mariage. Donc c'était pas intéressant en fin de compte. Et donc là, maintenant, on nous dit, elle peut plus donner parce qu'elle a plus de 80 ans. Donc il faut qu'elle donne aux petits enfants. Non, puisque de toute façon, l'article dont je vous parle, le fameux don Sarkozy, c'est à partir de 80 ans. De toute façon, c'est plus possible, en fait, de bénéficier de cette mesure fiscale. Vous regarderez. Oui, mais c'est la nouvelle qui marche. Le banquier, il est en train de me dire, il me dit, Sarkozy, ça marche plus, mais il y a une nouvelle loi. Et c'est donc, je ne sais pas le nom. Et c'est donc il n'y a pas d'âge pour elle pour donner, n'importe quel âge. Même qu'elle a 88, mais elle peut donner aux petits-enfants. Peut-être, c'est une autre mesure. Là, je l'ai pas en tête. C'est une nouvelle loi. Et après, je voulais aussi savoir... Sachant que ce qui m'étonne, c'est que vous me dites que le changement de régime matrimonial ne vous a pas été notifié, puisque l'article 1397 du Code civil est clair depuis sa création. Les enfants majeurs sont informés du changement de régime matrimonial de façon personnelle, premièrement. Lorsqu'il s'agit, par contre, d'enfants mineurs, afin de
conservé leur intérêt jusqu'à la réforme récente du changement de régime matrimonial en 2019. Non, enfin, il y a eu 2 réformes, pardon. Il y a eu une première réforme, on a supprimé parce que avant, c'était 2004, on passait toujours par un changement de régime matrimonial qui devait être homologué par le juge aux affaires familiales. Mais le notaire Ça, on a su qu'ils avaient changé. Ça, on l'a Donc ça su. veut dire que vous aviez su Mais à un moment T. oui, ça, maman nous l'a dit, et on l'a Voilà. su parce que c'était même Parce qu'il y avait un courrier en publié, principe. hein. Voilà, Je il crois s'est que publié c'est dans le même journal d'annonce publié, légale. Voilà. Mais je veux dire, après, c'est pareil, il y avait une assurance vie, elle était pour nous. En fait, maman l'a changé, mais on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le seul moyen en c'est- fait, j'aime pas trop en parler voilà. parce que c'est vraiment une bombe, parce que c'est le seul moyen effectivement aussi de par exemple privilégier son Voilà, dernier ou- compagnon de vie et d'évincer Voilà, les enfants. ouais. Et donc, je voulais savoir, donc, effectivement, pour l'assurance vie, il y a une assurance vie handicap. Et qu'est-ce qu'il y a comme différence? Là, je suis vraiment pas spécialisée, puisque comme je vous ai dit, Oui, parce que c'est comme pour dire, faire une SLI, il ne faut pas mettre un enfant handicapé dans une SLI. alors effectivement, un enfant qui est handicapé bénéficie d'un abattement fiscal qui est beaucoup plus intéressant qu'un enfant Oui, non 159 handicapé. 000, mais bon, Exactement. c'est rien quand on a une maison à Saint-Gilles, c'est rien du tout. C'est exactement quoi. ça, ouais. Et quand on n'a pas d'autres enfants... Et sachant qu'en plus, l'enfant handicapé, malheureusement, lorsqu'elle va fermer les yeux, si cette personne, elle n'a pas des enfants, en fait, on en elle aura laissera... jamais, hein. Voilà, c'est ça. C'est une grosse problématique. C'est pour ça que dans ce genre de cas, dans cette hypothèse-là, bien souvent, moi, ce que je conseille, c'est de garder la jouissance, en fait, pour cet enfant, qu'il puisse jouir de ce bien jusqu'à son propre décès et d'imposer une obligation de nourrir et de loger cet enfant par l'un des enfants qui hériterait de la nue propriété du bien. Comme ça, on sait qu'on s'en occupera de cet Oui, enfant. mais alors, à qui on donne cette nue propriété? Si vous avez un enfant unique, Ben oui, c'est j'ai ça. la problématique. Maintenant, si j'ai 2 Voilà. enfants... Est-ce que ça peut être une nièce? Est-ce que ça peut être... On peut citer quelqu'un alors, la qui problématique- n'aura pas des taxes à payer justement, la effarantes, problématique, c'est ça si, puisque en France, à part les enfants, et encore avec un abattement de 100 000 euros, comme je vous dis, à Saint-Gilles, Ouais, on 150 000, atteint ouais. vite fait la... Il n'y a pas moyen, parce que même une nièce, en fait, ce qu'elle peut recevoir, c'est fiscal, et J'ai après, c'est déjà tout taxé. regardé. Un frère et une sœur, c'est 15 000 euros. Donc, en fait, c'est l'assurance vie. c'est l'assurance vie qui reste le seul moyen, au mieux. final, au mieux... Et puis là, on peut donner aux amis qui sont occupés d'elle. Voilà. D'accord. Dans un contrat de protection. Oui. Alors, juste une seconde, je vais venir, parce que sinon on ne vous entend pas en fait sur Facebook. Je sais que c'est un peu long et que quand on est pressé d'intervenir, mon petit trafic de protocole est embêtant. Alors, je vous laisse récupérer ça. Merci. Oui, donc je disais dans un mandat, je crois que c'est un mandat de protection future. Est-ce qu'on peut désigner plusieurs personnes Oui. pour... Oui, on peut désigner plusieurs Il personnes. n'y a pas un nombre maximum, on peut mettre 2, Non. 3 personnes. Ben, moi, quand je fais généralement, je préconise même de mettre 2 Au moins 3. personnes en général, voire 3. Hein, parce que vous savez, parfois, moi, dans les cas où je vais, c'est souvent au profit de 2 ou 3 enfants, ou bien même au profit de son conjoint, si le conjoint, la conjointe est un peu plus jeune, par exemple, et au profit des enfants aussi, si ça on peut. Ouais, on appelle en fait, il y a une terminologie, en fait, c'est le premier. Alors là, je ne l'ai pas en tête, mais effectivement, on peut avoir 2 ou 3 personnes qui sont déléguées à la protection. Alors, je vais devoir clôturer ici cette intervention. Maître Lala, est-ce qu'il y a un endroit où les personnes peuvent, un site internet, un endroit physique ou un endroit dématérialisé, où on peut avoir aussi tous ces renseignements en complément de tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui? Ben, comme je vous l'indiquais, moi je vous invite en fait, lorsque vous avez vraiment ce type de questions, à vous rapprocher chacun du notaire conseil, puisque si vous voulez, le notaire de famille a déjà un certain nombre d'informations sur chacun d'entre vous. Après, vous avez aussi les mairies. J'espère que la crise Covid, enfin on voit un petit peu la fin de cette crise. Les mairies qui vont réinstituer ce qu'on appelle les journées, soit les journées notariales, les rencontres notariales, soit après vous avez certaines communes qui parfois organisent une matinée
en mairie, moi je sais que avant la crise Covid, en fait, on avait sur chaque commune une fois par mois une réunion. J'en ai déjà fait quand j'étais anciennement sur Saint-Denis. Donc là, c'est vrai que je n'ai pas les prochaines dates, mais vous pouvez tout simplement aller sur le site de la Chambre des notaires également, voir quand est-ce que c'est organisé, et puis ou bien mettre un message en demandant justement quand est-ce que ils réorganiseront ceci, puisqu'effectivement, c'est les moyens d'avoir des informations. Notamment, Madame, tout à l'heure, vous me parlez de votre dossier, c'est assez particulier, donc peut-être avoir des informations un peu plus précises et avoir un peu plus de temps. Et donc, ça permettrait donc d'avoir un peu plus d'informations, d'avoir des questions de façon... voilà, c'est gratuit, ça ne coûte rien et ça vous permettra d'avoir les bonnes informations. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Maître Lala, pour votre intervention. On va continuer donc sur l'après-midi. Comme tout à l'heure, je vous demande de ne pas bouger, restez vissés à vos chaises pour que je ne cours pas partout à vous chercher. Je vais simplement faire l'annonce à l'extérieur. Je laisse Marilène s'installer. J'installe...